Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Gilles et aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo avec mon assistant Rourou pour vous expliquer un petit truc par rapport à la diversion 600. Alors comme vous pouvez voir, la diversion 600, elle a passé les fêtes complètement dénudée. Pourquoi? Parce que tout simplement ça me facilite le travail pour accéder au moteur, aux différentes parties moteurs, que ce soit les carburateurs, puisque oui on est encore sur un système à carburation, les réglages de soupape et autres, bref, pouvoir faire tous les réglages de cette moto avant de pouvoir en profiter pleinement. Alors sachez que l'entretien avait été fait quand même correctement avant qu'on ne la reçoive. Donc ça veut dire que tout simplement l'ancien propriétaire, avant de la laisser dans son garage, avait quand même fait l'entretien dessus. Mais malgré tout, rien n'empêche de tout revisiter et pouvoir tout régler. Aujourd'hui, la vidéo, on va parler de ceci. Ceci, c'est quoi? C'est un filtre à air. Alors, grâce à notre partenaire Motohouse, nous avons reçu ce magnifique filtre à air BMC. Qui est un filtre à air. Quelle est la différence en fait entre les deux? Voilà, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. La différence entre celui-ci et celui-ci, ça va être principalement l'élément filtrant. Sur les filtres à air d'origine, c'est du papier qui sert à filtrer l'air qui rentre dans le moteur. Vous pouvez voir qu'ici, il y a un treillis. Le treillis n'est pas là pour filtrer l'air qui rentre dans le moteur, mais simplement pour empêcher que si l'élément filtrant finit par pourrir, parce que oui, à un moment, le papier, s'il est imbibé d'humidité, si la moto, par exemple, traîne dehors, il faut savoir que déjà, les filtres à air en papier, une fois qu'une moto passe l'hiver à l'extérieur sans rouler, le problème, c'est que le papier va être imbibé d'eau et le papier ne va pas sécher. Donc le problème, c'est qu'il risque en fait de pourrir et de partir en morceaux. Et donc en fait, le treillis, il est là pour empêcher que le papier ne soit aspiré dans le moteur. Ça, c'est la raison. Donc, généralement, une moto qui a traîné un moment à l'arrêt, dehors, à l'humidité, il va falloir remplacer son filtre à air parce que sinon, vous allez avoir un souci de perte de performance parce que tout simplement, le papier ne laissera plus passer l'air correctement et donc vous allez avoir une surconsommation et des risques de perte de puissance. Le filtre à air en coton, l'avantage, c'est que lui, parce que ça c'est du coton qui se trouve là. L'avantage, c'est que le coton, en fait, lui, même s'il est imbibé d'humidité ou quoi que ce soit, il suffit tout simplement de le laisser sécher et ça ne pose pas de problème. D'autre part, le fait d'avoir un filtre à air en coton permet de le laver. Donc on peut le laver facilement, tandis que celui-ci, une fois que l'élément filtrant est sale, le papier, il faut le jeter. Tandis que celui-ci, on peut le traiter avec les différents produits de nettoyage qui sont fournis par BMC, KN ou la marque en fait du filtre à air que vous avez acheté. L'autre avantage, c'est que le coton, quand vous l'exposez par exemple un peu à la lumière comme ici, vous pouvez quasiment voir au travers. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Voilà, on peut quasiment voir au travers. Alors sachez qu'il filtre tout aussi bien que le filtre à air papier. Pourquoi? Parce que tout simplement, le coton, je perds l'équilibre, le coton, on doit l'imbiber d'huile, excusez-moi, on doit l'imbiber d'huile pour justement freiner en fait les micro-particules de pollution et les empêcher de rentrer dans le moteur. Donc en fait, l'huile va servir à coller, en fait, si vous préférez la crasse, dans les éléments filtrants. Et donc, quand on va le nettoyer, on va retrouver toutes ces micro-particules de poussière et autres. Voilà. La véritable différence, c'est que celui-ci va permettre un débit d'air beaucoup plus important que le filtre à air en papier. Donc qui dit plus d'air, donc qui dit un débit plus d'air, plus important, il va falloir mettre beaucoup plus d'essence. Ben oui, c'est ce qu'on appelle le mélange stoichiométrique. Ça veut dire que tout simplement, tout moteur fonctionne sur cette base. Il faut 3 éléments pour faire fonctionner un moteur. Il faut de l'essence, donc il faut un carburant, de l'essence. Il faut un comburant, de l'oxygène. Et il faut une source d'ignition, donc l'étincelle de la bougie. Ces 3 éléments composent la base de fonctionnement du moteur, c'est le cycle du feu. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le mélange stoichiométrique, donc si vous préférez, c'est l'équilibre entre le mélange air et le mélange essence pour donner un des meilleurs rendements possibles. Si vous avez trop d'essence par rapport à l'air, vous allez avoir un mélange qui va être trop riche. Donc vous allez produire peu de chaleur et peu d'énergie au niveau de vos cylindres. Par contre, vous allez encrasser votre cylindre, vous allez encrasser votre échappement, bref, vous allez produire beaucoup de suie. Vous allez mal brûler le mélange, donc le problème, c'est que là, vous n'allez vraiment pas produire d'énergie, pas de puissance, rien du tout. De l'autre côté, l'effet inverse, vous allez avoir un mélange trop pauvre. Si vous avez un filtre à air, par exemple, comme celui-ci, qui est beaucoup plus libre, ou si vous montez des cornets
vous savez, ces filtres à air en forme de cornet directement sur vos carburateurs ou sur votre admission. Le problème, c'est qu'ils vont donner un débit d'air qui va être trop grand, donc il n'y aura pas assez d'essence, donc on va avoir l'effet inverse, on va avoir ce qu'on appelle une flamme chalumeau. Pour tous ceux qui se demandent ce que c'est une flamme chalumeau, voici une flamme chalumeau. Voilà, ça c'est une flamme chalumeau. Ça veut dire que c'est une flamme qui est extrêmement sèche, mais par exemple, vous voyez la partie bleue, elle est moins chaude que la partie ici qu'on voit très peu et qui est un petit peu plus rougeâtre. On voit en fait la différence de couleur. Donc la partie centrale, il y a très peu, plutôt, il va y avoir beaucoup d'oxygène, plutôt il va y avoir beaucoup de gaz, mais par contre pas assez d'oxygène. Donc la partie qui est au centre est moins chaude que la partie qui est ici, la flamme qui est ici au bout. Le problème de cette flamme chalumeau, c'est qu'elle va produire beaucoup de chaleur, mais elle va produire très peu d'énergie. Et en produisant beaucoup de chaleur, le problème, c'est qu'elle va faire un peu effet plasma, donc elle va en fait attaquer les pièces. Elle va faire surchauffer le moteur et donc le souci c'est que vous risquez non seulement de brûler ce qu'on appelle les soupapes, vous risquez de faire fondre la tête du piston, vous risquez en fait d'attaquer la tête du piston, les segments, les cylindres, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est très important de régler ce fameux mélange stoichiométrique. Alors comment connaît-on ce mélange stoichiométrique? Moi je peux vous dire la base. La base, la voici. J'ai fait exprès, j'ai laissé un fond d'essence dans ce pot pour vous expliquer le mélange stoichiométrique. Par rapport aux normes de pollution actuelles, le mélange stoichiométrique, on sait que c'est ce qui est demandé, donc par l'Europe et autres, c'est d'avoir 14,6 g d'air pour 1 g d'essence. Ça, c'est le mélange stoichiométrique qui va donner en fait la norme par rapport à la pollution, donc pour limiter la pollution donc au niveau des gaz d'échappement. Le véritable mélange stoichiométrique qui va donner le maximum de performance, généralement un moteur thermique, ça va tourner aux alentours de 13 g d'air pour 1 g d'essence. Donc on est quand même à 1,6 g d'air en plus, donc on a un mélange beaucoup plus pauvre pour limiter la consommation, limiter la pollution. Voilà, ça c'est un petit peu la raison. Alors comment ça fonctionne sur un moteur pour régler avec un filtre à air? Tout d'abord, il faut savoir que sur les motos actuelles, les motos à gestion électronique, vous n'aurez pas besoin de modifier la gestion électronique de votre moteur. Vous pouvez monter un filtre à air de type Cayenne sur votre moteur sans devoir modifier la gestion électronique. Pourquoi? Parce que tout simplement, les moteurs actuels sont équipés de ce qu'on appelle une sonde lambda. Donc ceci est une sonde lambda, c'est une sonde d'oxygène. Et d'ailleurs, sur les normes Euro 5, on retrouve deux sondes. Une sonde avant le filtre, donc avant le catalyseur, et une sonde après catalyseur pour voir si le catalyseur est bien en place et s'il crée bien une différence entre les deux. Mais bref, cette sonde oxygène, c'est elle qui va envoyer les informations au boîtier. Le boîtier va traiter ces informations et va permettre de savoir si le mélange est trop pauvre ou trop riche. Mais cette sonde et ce boîtier, il est réglé pour rester verrouillé dans une plage entre 14 et 15. Ça veut dire 14 pour le mélange le plus riche, 15 pour le mélange le plus pauvre. Donc simplement, le boîtier ne va pas modifier tous les paramètres de la moto jusqu'à des valeurs de 13, puisqu'on est limité. Pourquoi fait-on ça? Pour éviter justement que vous ne puissiez améliorer juste en changeant une pièce sur votre moteur, et surtout risquer d'augmenter la pollution de votre moteur. Imaginez-vous que si vous gagnerez 10 chevaux en mettant juste un filtre à air sans faire de modification, et le problème, c'est que vous augmenteriez votre pollution, puisque plus d'air, plus d'essence, donc plus de pollution. Pourquoi doit-on alors modifier les moteurs à carburateur? Parce que tout simplement, étant donné qu'il n'y a pas de sonde d'oxygène qui est présente, on n'a pas de gestion électronique du débit d'essence, donc il va falloir faire les réglages manuellement. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour améliorer? Forcément, on va devoir, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour améliorer le débit d'essence? Alors, les anciens moteurs à carburateur comme celui-ci, la fonction suivante, c'est très simple. Donc ici, on est sur un système à dépression. Ça veut dire que tout simplement, quand je tourne la poignée des gaz, la commande de poignée des gaz ne fait que actionner les boîtiers papillons qui sont juste en dessous ici. Donc en fait, ce sont les volets qui vont permettre à l'air de rentrer à l'intérieur. On le voit, il est caché là en dessous. J'espère que vous le verrez avec la caméra. Bref, donc on va juste gérer en fait la vitesse d'entrée d'air dans le moteur. La pièce qui est ici s'appelle un boisseau et cette pièce, en fait, elle est commandée par un système à dépression. Ça veut dire que tout simplement, quand je vais tourner la poignée des gaz, il y a une dépression qui va se faire derrière cette pièce. Donc là,
il y a une aspiration de l'air qui va se faire et il y a 2 trous dans cette pièce noire. Cette pièce, elle est creuse. Et en fait, il y a un volume d'air qui est ici avec une membrane. Et quand vous allez tourner la poignée des gaz, la dépression en fait, va lever cette pièce. Et comme vous voyez juste en dessous, il y a ce qu'on appelle l'aiguille. Cette aiguille va se lever et va permettre de libérer le gicleur principal. Le gicleur principal, vous l'imaginez comme une porte. Voilà, ceci est une porte, en tout cas un passage. On va dire que ceci est le débit maximal. Voilà, quand la porte est ouverte comme ça, là on a le débit maximal. Si je mets 100 personnes et que je pousse les 100 personnes à essayer de passer par cette porte, on aura un débit maximal. L'aiguille, elle, va venir bloquer le passage et limiter le débit pour avoir en fait un débit qui sera progressif et permettre aux personnes de passer au fur et à mesure en fonction de ce qui se passe derrière. Donc on va parler de régime moteur. En fonction du régime moteur, le débit d'air va augmenter. Donc le débit d'air n'est pas le même au ralenti que forcément quand on est quasiment à 10 000 tours minute. Donc plus le débit d'air va être important, plus l'aiguille va se soulever, plus l'essence va rentrer dans le moteur et donc donner des performances. Donc pour pouvoir régler ce moteur, il va falloir augmenter le diamètre des gicleurs. On augmente toujours le diamètre des gicleurs en passant d'un gicleur à l'autre. Ça veut dire qu'on doit tester plusieurs gicleurs jusqu'au moment où on trouve le bon. Par question de chance, on peut avoir, par exemple, chez Dinojet, on peut avoir un tableau qui propose par rapport au modèle et l'année, qui peut proposer déjà des kits de gicleurs et avoir des références, savoir ce qu'on doit mettre, quelle position on doit mettre et des choses ainsi. Bref, il y a aussi des kits complets qui existent avec des gicleurs et autres. Il existe une autre méthode, c'est tout simplement, vous allez chercher une boîte de gicleurs et puis vous essayez vous-même, sans avoir de référence, et puis vous essayez de régler ce moteur. Le but, c'est de faire en sorte que quand vous tournez la poignée des gaz, il y ait une montée en régime qui soit franche et qui aille du régime de ralenti jusqu'au régime maximum sans avoir d'interruption, sans avoir de creux, sans que l'aiguille à un moment se stagne à un moment. Alors soit vous achetez des boîtes de gicleurs, alors ça, ce ne sont pas des boîtes de gicleurs principales, comme vous voyez, ce sont des slow jet, donc ce sont des gicleurs de ralenti. C'est juste pour vous montrer, et il y a des tailles et des types différents. Simplement, vous passez d'une taille à l'autre jusqu'au moment où vous arrivez à une taille correcte, où vous entendez que le moteur tourne de manière correcte. Vous avez aussi ce qu'on appelle ici des alaisoirs, donc c'est comme des petites mèches à forer qui permettent en fait de retravailler les gicleurs. Le problème avec ces alaisoirs, c'est que tout simplement, une fois que vous avez fait une modification du gicleur, qui est en laiton, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc si à un moment vous avez été trop loin dans vos réglages, si vous avez trop dépassé les valeurs, à un moment il va falloir aller racheter des pièces pour revenir en arrière. Donc je vous conseille toujours plutôt de vous diriger vers la boîte de gicleurs, et si vous avez un kit Dinojet qui est disponible par exemple pour faire les réglages des vieux moteurs, voilà. Pour les moteurs actuels, c'est beaucoup plus simple parce que tout simplement il va vous falloir un banc de puissance, ça d'office, mais tout simplement quand on veut faire des réglages, bon, comme je vous dis, les moteurs actuels, on n'a pas besoin, pour monter un filtre à air, vous n'avez pas besoin de modifier le mélange air-essence parce que le boîtier est déjà entre guillemets programmé pour une petite valeur et donc permet de faire tourner un moteur sans filtre à air. Les moteurs à carburateur, si j'essaye de faire tourner la moto actuellement telle qu'elle est là, j'essaye de la faire tourner telle qu'elle est là, sans boîte à air, sans filtre à air, elle va tourner comme une patate. Pourquoi? Parce que le filtre à air va limiter le débit d'air et donc permettre au mélange air-essence de se faire correctement. Donc cette moto ne fonctionnera pas sans son filtre à air, donc tous les réglages que j'ai dû faire, à chaque fois j'ai dû démonter la rampe de carbu, faire les réglages, remonter la boîte à air, remonter le filtre à air, retester et ainsi de suite, jusqu'au moment où je suis arrivé à avoir vraiment une belle montée en régime, même à vide, hein. Donc ça veut dire simplement tourner ici la poignée des gaz et avoir une belle remontée en régime. Donc ça m'a mis beaucoup de temps, ça m'a mis presque une journée entière pour chercher, pour chipoter des choses ainsi, sans compter l'entretien des carburateurs. Ça veut dire que tout simplement, j'ai une journée d'entretien des carburateurs où je les ai intégralement démontés pièce par pièce et autres, grâce à mes fameux tableaux, mes fiches techniques que j'ai trouvées sur Internet, qui sont disponibles pour le modèle bien précis, où j'ai vraiment le détail complet de tout ce qu'il y a à faire par rapport au moteur, par rapport au type de carburateur, voilà, on trouve et autres. Donc bref, tout ça me permet de les démonter en pièces détachées, de vérifier que tout est en ordre, qu'il n'y a rien du tout qui est bouché, j'ai utilisé le produit nettoyage et tout ce qui s'ensuit. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors comme vous avez pu le voir sur l'arrière de la moto, comme je vous avais peut-être expliqué, il y a ce fameux système à dépression, donc pour faire la synchronisation des carburateurs.
Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, les boîtiers papillons, comme vous avez un carburateur par cylindre, il faut s'arranger pour que tous les carburateurs s'ouvrent de la même façon et en même temps. Donc on a des vis de réglage qui sont cachées juste là derrière, et encore même pas elles sont cachées, il faut accéder par ici. Donc en fait chacun des carburateurs doit s'ouvrir en même temps, donc tous les carburateurs doivent s'ouvrir en même temps, donc on va utiliser un système à dépression pour vérifier la dépression qu'il y a entre le boîtier papillon qui sera en position fermée et forcément le moteur. Donc on va capter la dépression et on va vérifier qu'il n'y a pas un boîtier papillon qui est plus ouvert. Pardon, excusez-moi, qu'il y a un boîtier papillon qui est plus ouvert l'un que l'autre pour donner la même performance sur chacun des moteurs. Ouh, j'y suis arrivé. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors je vous promets, la prochaine fois, on fera joujou avec les manomètres. Je vous montrerai en vidéo comment je fais la synchronisation des carburateurs. Bien entendu, il faut d'abord que je remonte la boîte à air sur la moto. Il faut que je fasse tourner la moto pour pouvoir faire ce type de réglage. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec mon assistant. J'ai oublié quelque chose? J'aurais oublié quelque chose, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut me dire comme si j'avais oublié quelque chose, mais je ne pense pas. Ah si, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire, parce que ça me permettra d'améliorer mes vidéos. Si vous avez des commentaires, des questions ou autres qui permettraient à sujet de faire une nouvelle vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à laisser. Je vous répondrai. On vous suit, on vous lit. Bref, voilà. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, de vous abonner. Et si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre aussi via Facebook. Donc nous rejoindre sur la page Facebook. J'ai encore dit une bêtise? Oh, c'est rien, un délire. Hein? Apparemment, j'ai dit une bêtise. Bon, bref. Donc voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, oui, ça va, j'ai compris. Oui, je sais. Bon, j'arrête là, j'ai dit assez de bêtises. Salut, les amis.